Je vais vous parler aujourd'hui des applications PHP qui font plus de 100 000 lignes de code. On va essayer de comprendre ensemble à quoi ça ressemble. Et juste 2 secondes pour me présenter, je m'appelle François Zagnoto. Je dirige une innovation digitale qui s'appelle Marmolab. Alors on va tout de suite donner un élément de réponse à quoi ça ressemble une application PHP de 100 000 lignes de code. Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que les couleurs sont un peu baveuses. Vous ne voyez pas tout. Une application à 100 000 lignes de code, c'est opaque. C'est poisseux, c'est très dense, c'est assez angoissant. Une application à 100 000 lignes de code, c'est surtout trop gros pour qu'on la voit en entier d'un coup d'œil. C'est le problème de l'éléphant dans la pièce. Vous voyez, un éléphant, vous le mettez dans la pièce, il ne faut jamais prendre assez de recul pour le voir complètement. Il va donc falloir choisir un angle de vue et accepter une vision partielle. Accepter de cacher des choses pour les voir. Et pour avoir une vision plus globale, il faudra multiplier les points de vue. À propos, le nombre de lignes de code, 100 000 lignes de code, c'est une mesure très imprécise de la taille d'une application, parce que ça varie selon les styles de code, mais ça peut quand même nous donner un ordre de grandeur. Voyons ensemble de quoi on parle. 10 lignes de code, vous connaissez, une ligne de code peut faire un Hello World. Le code que vous allez écrire en moyenne en une journée, pour un bon développeur, c'est autour de 100 lignes de code par jour. Un mauvais développeur en écrit beaucoup plus. Les librairies, quelques librairies que vous utilisez arrivent assez facilement à faire une dizaine de milliers de lignes de code. Twig, par exemple, en fait 12 600. Quand on passe à l'étape suivante, là, on commence à reconnaître des choses que vous utilisez tous les jours. Symfony 2, c'est 180 000 lignes de code. Là, ça commence déjà à être quelque chose auquel on a du mal à rentrer. Et quand on passe à 1 million de lignes de code, là, ça devient vraiment difficile. 1 million de lignes de code, c'est ce qui est poussé chaque jour sur GitHub. Et je ne vous parle pas de l'état juste après. Là, il faut des très grosses équipes, il faut des très gros process, il faut une très grosse expérience pour arriver à gérer tout ça. Et juste pour le front-end Facebook, ça a l'air vraiment très impressionnant, mais il compte aussi les blancs et les commentaires. Donc et on va aujourd'hui se concentrer sur ce niveau-là, 100 000 lignes de code, pardon, en prenant comme exemple une application qui s'appelle Etna. Etna, c'est un CMS que la société que Marmolab a développé et qui totalise, l'extrait que je vais vous donner, qui est au stade de 2 ans de développement ou 6 mois à 4 développeurs. Ça fait à peu près 120 000 lignes de code. Ça donne une idée de quand est-ce qu'on arrive à se développer. Et pourquoi c'est important de comprendre à quoi ça ressemble une application de 100 000 lignes de code? Eh bien, que ce soit pour corriger un bug, pour faire de la maintenance, pour refondre cette application à 100 000 lignes de code, vous aurez, une fois ou plusieurs fois même pendant votre carrière, à rentrer dans une application de 100 000 lignes de code complètement inconnue. Et ce jour-là, vous ne serez plus juste un simple développeur, vous serez un explorateur de code, vous serez un aventurier du code, à la recherche du trésor perdu. Vous serez Indiana Jones. Vous avez compris. Alors voyons tout de suite les missions de l'explorateur de code. Qu'est-ce qu'il va falloir faire quand un explorateur de code arrive sur une base de 100 000 lignes de code? Pour commencer, il faut se situer. Vous êtes complètement largué, où vous êtes, c'est pas évident. Découvrir votre environnement, puis après cette application, il va falloir la faire évoluer, et enfin la maintenir, l'entretenir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Imaginez que vous êtes lâché dans une ville inconnue. Les rues sont écrites dans un alphabet incompréhensible, les habitants parlent une langue énigmatique. En fait, vous êtes tellement perdu que vous avez peur. Et bien, arriver sur un projet en cours, lancer un projet de refonte, c'est la même chose que de se retrouver dans une ville inconnue. Et avant toute chose, il faut se situer. Pour se situer, oubliez les détails, vous aurez 10 minutes. 10 minutes pour essayer de savoir quoi vous avez à faire. Alors, un bon truc pour ça, c'est de réduire le projet à une dimension que vous maîtrisez bien. Ça peut être le nombre de fichiers, ça peut être le nombre de lignes de code, ça peut être le poids des fichiers, le nombre de commentaires. Alors voyons quelques méthodes pour se situer rapidement. Si on prend comme
unité comme dimension principale la taille des fichiers en kilobits, et bien l'utilitaire de calcul de taille des fichiers Linux, DU, c'est un bon outil. Et sur Etna, quand on le lance, on voit que la plupart du code source, il est situé dans 3 répertoires, sous Bin, sous SRC et sous WebJS. Alors en regardant très rapidement, on s'aperçoit que sous Bin, il y a une dépendance qui a été committée avec le code, qui s'appelle Selenium. C'est sous Bin, c'est une pratique. Sous WebJS, il y a des dépendances qui ont été committées avec le code aussi, il y a jQuery, jQuery UI, compagnie. Et donc on comprend tout de suite que, voilà, en un coup d'œil, le gros du code, il est sous SRC, ce qui est souvent le cas dans les applications qui utilisent ce framework, on en parlera tout à l'heure. Si on prend le nombre de lignes de code comme dimension repère, alors le bon outil c'est Clock, Count Lines of Code. Comme son nom l'indique, c'est un utilitaire open source qui compte les lignes de code. L'avantage c'est qu'il sait ignorer les blancs, il sait ignorer les fichiers dupliqués, les répertoires Git, il sait distinguer les commentaires, et il fait au total par langage. Sur Etna, on voit qu'un bon tiers des lignes de code de cette application à 120 lignes, c'est du JavaScript, ce qui est plutôt normal. Et que sur PHP, le ratio code-commentaire, il est environ de 3 pour 1, ce qui est plutôt encourageant. Alors on continue pour essayer cette première prise de contact. Le poids des répertoires à la racine ne suffit pas, parce que tout est souvent sous SRC ou sous lib, ça dépend des frameworks que vous utilisez. Donc il faut approfondir. Et si on descend dans tous les sous-répertoires d'une application à 100 000 lignes de code, les résultats d'un clock ou d'un DU, ça fait des pages et des pages de test. C'est pas exploitable. Et je vous rappelle qu'on n'a que 10 minutes pour se situer. Donc il faut passer à une représentation plus synthétique, une représentation graphique. Marmola va travailler à une visualisation basée sur le résultat d'un clock sur tous les fichiers d'un projet. Et cette visualisation, elle s'appelle CodeFlow. Je vais vous la montrer. Là, je pilote. Alors, il faut le temps que ça se mette en place. Donc, là, vous voyez l'ensemble des fichiers d'Etna. Chaque fichier est représenté par une feuille sur cet arbre, et la taille des feuilles est proportionnelle à la taille des fichiers. À quoi ça sert? Ça va vous servir, j'ai une version qui est un peu... Ça va vous servir à vraiment savoir d'un coup d'œil ce que c'est. C'est-à-dire que vous allez avoir... Alors on s'aperçoit que en bleu, j'ai la partie qui gère les utilisateurs. Ici, en vert, la partie qui gère les articles. Et donc, vous avez en quelques secondes un aperçu du projet dans toute sa complexité. Vous voyez qu'il y a, par exemple, des fichiers qui sont très gros par rapport au reste. Il y a des répertoires qui comportent beaucoup de fichiers. Il y a des répertoires qui n'en comportent pas beaucoup. Ça vous donne en tout cas une première façon de vous situer. Et l'avantage, c'est que ce graphe, il est interactif. Le déplacer, voilà. Bon, on n'est pas là pour jouer, donc la suite c'est, on n'a toujours que 10 minutes pour se situer. L'historique de Git, il a plein d'infos très utiles pour vous aider à vous situer. Comme ici, la liste des contributeurs, vous faites un Git short log, et vous savez qui a travaillé sur le projet. Si vous voulez connaître l'état du projet, Git peut aussi vous aider. Il y a dans Git un utilitaire qui s'appelle Git grep, qui est comme un grep surboosté. Il va passer uniquement sur les fichiers que vous avez committés, et il utilise l'index de Git qui est très très rapide. Donc on peut, avec Git grep, compter le nombre de to-do et de fix-me, qui est quelque part un indicateur intéressant de la qualité du code. Pas besoin de rentrer dans le détail pour les voir tous, mais ça vous donne déjà une bonne idée de l'état du projet. Et c'est bien joli de visualiser le code commité d'une application, mais à l'époque de Composer, le gros du code qui sert à l'exécution, c'est pas vous qui l'écrivez. Le gros du code qui tourne en production pour faire tourner vos applications, c'est le code des dépendances. Sur Etna, les dépendances représentent 90% du total du code qui tourne en production. Et quand je parle de dépendances, il faut prendre en compte les dépendances directes, celles qui sont dans le composer.json, et les dépendances indirectes, les dépendances des dépendances, que vous retrouvez in fine dans le composer.json. Et pour visualiser les dépendances directes et indirectes, on a développé une autre visualisation qui s'appelle Dependency Wheel.
Alors, à quoi ça ressemble? On voit sur cet écran les 54 dépendances directes de d'Etna. Alors c'est trop petit pour que vous puissiez lire, mais ça utilise du Symfony, ça utilise du Sonata, ça utilise du Doctrine, et ça c'est juste les 54 dépendances directes. Mais en fait, l'ensemble des dépendances, y compris les dépendances indirectes, il y en a 104. Et des dépendances parfois inattendues, comme par exemple ici, je vois que j'ai un Zen Framework Validator. Pourquoi j'ai un Zen Framework Validator alors que c'est un fichier qui utilise Symfony? Eh ben, en remontant un petit peu, je m'aperçois que le Zen Framework Validator il est demandé par Zen HTTP, que Zen HTTP il est demandé par le feed bundle, et que le feed bundle, ben, c'est moi qui l'ai demandé. Donc je me rends compte avec cet outil-là, qu'en incluant le feed bundle, je ne le savais pas forcément, mais j'ai inclus une partie de Zen Framework avec. Donc, soyez conscient de l'ensemble des dépendances que vous avez, parce que ça représente 90% du code que vous faites. Et on est ici une conférence PHP, mais n'oubliez pas que de plus en plus de code est déporté côté client. Donc, visualiser le code PHP, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le sujet de cette conf, donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais l'ensemble des outils que je vous propose pourrait s'appliquer à l'ensemble du projet, le JavaScript et le CSS qu'on peut. Et bien voilà, en 10 minutes, avec quelques commandes bash, avec 2 graphes, un peu d'astuces, le jeune développeur explorateur ne dira plus perdu. Il sait à qui il a affaire, il sait où il se trouve, il peut désormais partir serein à la découverte des secrets du code qui recèlent peut-être un trésor perdu. Mais il n'est pas le but de ces surprises. Passer l'angoisse de l'inconnu, une fois qu'il a réussi à corriger le premier bug, l'explorateur de code va chercher à mieux comprendre cette application à son niveau. Il commence à s'éloigner un petit peu du code qu'il connaît, il s'aventure dans des classes qu'il n'a jamais ouvertes. Quel est le rôle de cette classe? Avec qui elle communique? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le système? Ça, c'est des questions qui sont déjà d'un ordre plus logique que physique. Et de classe en classe, eh ben, l'explorateur de code, il va comme ça découvrir l'ensemble de l'application. Il va se l'approprier. Il va l'apprivoiser. Il lui faut juste un guide. Un guide, ou une carte, et un annuaire. Alors, de manière peut-être inattendue, le premier guide à interroger, ce sont les tests unitaires. Les tests, normalement, ils décrivent ce qu'une classe doit faire. Ils décrivent aussi ce qu'une classe n'arrive plus à faire quand on la casse. Et donc, sur une application à 100 000 lignes de code, ils sont forcément présents, sinon l'application, elle est juste pas maintenant. Le compte-rendu des tests il permet la découverte de l'application, pour peu qu'on utilise le bon formatage. Ici, j'ai utilisé PHP-Init avec le format TestDocs, qui génère directement une documentation agile à partir des tests unitaires. J'ai d'ailleurs aussi ciblé une classe précise avec l'option filter. J'avoue que c'est quand même plus pratique que d'avoir à écrire l'ensemble du chemin vers le fichier. Et pour avoir ce joli rendu qui ressemble à une documentation agile, il faut juste que vous nommiez vos méthodes de test avec une phrase explicite, sujet, verbe, complément, et joindre tous les mots écrits en camel case. Donc là, ma méthode qui s'appelle test-log content should persist lock, et en test-docs, ça me fait log content should persist lock. Voilà pourquoi, quand vous rentrez dans une application qui est normalement faite pour que quelqu'un puisse rentrer dedans, les noms de tests sont souvent en rallonge. Gros avantage des tests automatisés, ils sont nécessairement à jour avec le code, sinon ils ne passent pas. Donc avec ça, on peut bien découvrir l'application. Mais des tests, c'est pas le rôle de la documentation, en fait, de nous aider à découvrir l'inconnu sur tout ce qui est. La doc, parlons-en. La documentation, ça prend du temps. C'est obsolète dès qu'on modifie le code, et c'est dur à écrire. Par conséquent, soyons honnêtes, on n'en écrit pas. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui écrivent de la documentation? 3 mains qui sont. C'est pas grave. L'un des préceptes de l'agilité nous dit la documentation, c'est le code. On dit code as craft. Par exemple, si vous utilisez de l'injection de dépendance, la signature du constructeur de la classe vous renseigne souvent sur les relations que cette classe est là avec d'autres classes. Juste pour que le code serve de documentation, il faut qu'il soit lisible. Et pas juste lisible par l'interpréteur PHP, il faut qu'il soit lisible par un autre développeur que vous. Donc travaillez bien votre code pour le rendre lisible et évitez d'avoir à écrire de la documentation. À mon sens, c'est bien plus utile à l'emploi.
Ah, juste un petit aparté sur un malentendu. Quand ils entendent code as craft, certains développeurs se disent qu'il suffit de barder le code de commentaires. Un code avec plein de commentaires, c'est souvent un déguisement. Ça a l'apparence de la lisibilité, mais c'est juste plus long à déchiffrer. Je vous donne un exemple. Get price, return the price. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont écrit ce genre de PHP doc qui ne sert pas à grand chose, c'est de la paraphrase. Les bons usages des commentaires, pour moi, c'est quand le code ne dit pas tout, quand la lecture du code pose des questions. Ça doit vraiment être un complément. Et à mon sens, un code bien écrit, il a souvent assez peu de commentaires. Disons une ligne de commentaires pour 20 lignes de code. Et c'est qu'un code bien écrit est sa propre documentation. Un code bien écrit, c'est son propre commentaire. Après avoir vu des méthodes pour comprendre ce que fait une classe, il est temps de chercher des moyens de comprendre des ensembles plus grands. Pour ça, il faut dresser l'inventaire du projet. On a déjà fait un inventaire des fichiers, avec CodeFlower tout à l'heure, mais c'était un inventaire physique. Ce qu'il faut pour découvrir l'application, c'est un inventaire logique, un inventaire des classes et des méthodes. Et cette liste, on appelle ça la doc API. Et pour la générer, je vous conseille Samy, qui est un utilitaire qui a été écrit par Fabien Potentier, qui génère une documentation HTML à partir de votre code. Ça ressemble à ça. Donc voilà, je peux naviguer dans mes classes, je peux regarder, j'ai un consumer, PSR, qu'est-ce que c'est la classe, POC, je sais une méthode, les je vois, je peux naviguer de classe en classe, j'ai un moteur de recherche, toutes les méthodes sont là. Mais pour être très franc, je trouve que comme la doc, ça ne sert pas à grand chose. La doc API, elle s'adresse a priori à un lecteur humain, mais le code, il est déjà supposé être lisible par un humain. Si la doc API, elle sert juste à trouver le détail d'une classe en tapant son nom, votre IDE, c'est déjà faire ça. Une commande T sur Sublime. Et puis même, il n'y a même plus besoin de faire ça. Il y a l'autocomplétion aujourd'hui, les typing sur les signatures. Donc, une doc API, à l'époque des IDE modernes, ça ne sert à rien. Au fur et à mesure de la découverte, on est passé du plan physique, fichier, ligne de code, au plan logique, classe, méthode, interface, mais pour comprendre en profondeur l'architecture d'une application, il faut passer au plan conceptuel, les domaines, les entités, les relations, les agrégats. L'idéal dans ce cas-là, c'est de disposer d'un schéma d'architecture. Le problème, c'est que le schéma d'architecture, souvent, il est fait avec Visio ou OmniGraffle. Il n'y a qu'un seul poste de travail dans votre équipe qui a la licence, parce que c'est une blinde. Donc il n'est pas à jour. Et puis en plus, il y a trop de composants dessus et il y a des liaisons partout. Donc il est incompréhensible. La solution, c'est d'avoir un schéma d'architecture en HTML5 qui ne demande pas de logiciel et qui est basé sur un fichier texte éditable par tous les développeurs. Alors l'objectif, c'est de tout faire tenir en un seul graphe. Et donc certaines informations, forcément, vont être cachées et devront se relever ou relever. On a fait une visualisation comme ça pour 20 minutes, chez qui on a mis notre outil Etna, et ça ressemble à ça. Alors, ça c'est un schéma d'architecture. Vous ne voyez pas malheureusement les liaisons. Vous ne voyez pas les noms non plus. Là j'ai le back, là j'ai le front, là j'ai les services, et puis là sur le front j'ai le front historique, legacy, j'ai le front Etna, et puis pour chacun j'ai la home, etc. Et en fait, en passant sur chaque élément, on voit ses dépendances. Donc là, je dis pour vous que la home du front dépend du back Etna et dépend d'un élément qui s'appelle HP. Et je vois ici à droite aussi que j'ai les technologies de cette brique-là. Donc c'est du Symfony 2 avec des DSI et je vois les dépendances. Cet outil-là, il a vraiment un très gros avantage, c'est qu'il est éditable par n'importe qui. Il est basé sur un fichier de description de l'architecture, qui est un simple fichier JSON, dans lequel vous allez lister les composants, leurs enfants, leurs dépendances et leurs briques techniques. C'est facile à éditer par n'importe qui. Il n'y a pas besoin de serveur pour visualiser. Vous pouvez le mettre sur une branche GHPage d'un repository GitHub, et comme ça, à tout moment, toute l'équipe projet peut visualiser le schéma d'architecture de l'application. Et bien, avouez que cette application, 200 000 lignes de code, et vous fait déjà plus autant peur. Avec une bonne carte, un bon IDE, un test unitaire, potentiellement un peu de documentation, l'application commence même peut-être à vous faire envie.
Incidemment, les outils que je vous ai présentés, ils permettent de découvrir des choses qu'on ne cherchait pas. C'est le cas avec toutes les cartes. Chérie, tu savais qu'il y avait une usine Céveso à 500 mètres de la maison? Quand on a une carte, on découvre des trucs qu'on ne s'y attend pas. Les anglo-saxons, ils parlent de serendipity. Parce que Google traduit par le don de faire des découvertes accidentelles. Bon, mais maintenant, il va falloir rentrer dans la carte, s'immerger complètement dedans. Maintenant, c'est l'heure de l'aventure. L'aventure, c'est de faire évoluer cette application de 100 000 lignes de code. C'est ce qu'on vous demande tous les jours. Tu pourrais ajouter un module de recommandation en direct, tu sais, un truc basé sur l'historique de navigation, sur les clients qui ont des goûts similaires, ça peut être très compliqué, ça passe. Tous les jours, sur une application à 100 000 lignes de code, on demande aux développeurs d'ajouter encore plus de lignes de code. Et là où c'est une vraie aventure, c'est qu'on ne vous demande pas évidemment d'ajouter du code qui existe déjà. Mais ce code-là, il faut le découvrir, il faut l'inventer. Comment implémenter une nouvelle fonctionnalité? Dans quel répertoire mettre en place? Comment nommer les fichiers, les méthodes, les services? Ben, ce n'est pas tout de connaître l'application, il faut savoir la modifier à la norme, en évitant au passage, évidemment, les bugs, les trous de sécurité, les problèmes de performance et les coupeurs de tête. Vous vous sentez à l'aise dans la peau d'un aventurier, alors allons-y. Pour s'engager en territoire hostile, il vous faut un peu de préparation. Recruter un bon guide, calculer son itinéraire, s'informer des coutumes locales. Pour implémenter une fonctionnalité, c'est pareil. Avant de démarrer, vous savez que vous aurez à router vers une action, à injecter un service, à persister une entité, à afficher un template. Ces stratégies d'implémentation, ces rues privilégiées, ce sont des design patterns. Vous en connaissez tous un certain nombre, peut-être même sans savoir que c'est des design patterns. Active Record, Adapter, Visitor Template, Front Controller, MVC, Dependency Injection. Ils ont été conçus par des vieux routards du code et ils nous aident à nous concentrer, nous, sur la logique métier sans réinventer la roue. Donc le développeur explorateur, avant de partir, il potasse sa littérature. Il révise son Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, il révise son Eric Evans, Domain Driven Design. Lisez-les vous aussi parce que sinon votre code risque de n'être qu'un gros tas de spaghettis. Et vous serez malheureusement seul à le comprendre, ce qui ne vous mènera nulle part. D'ailleurs, plutôt qu'essayer d'implémenter un pattern MVC tout seul ou l'injection de dépendance tout seul, eh bien, il vaut mieux utiliser un framework qui le fait déjà. Et pas un micro-framework. On parle d'une application à 100 000 lignes de code. Un micro-framework, quand ça dépasse 10 000 lignes de code, ça commence à craquer au-dessus. Et pas non plus un framework propriétaire. On n'est plus en 2004. D'éviter de réapprendre à vos collègues une nouvelle manière de gérer les requêtes HTTP. C'est un problème dont la solution a déjà été trouvée, validée par des milliers de développeurs. Donc il vous faut un framework full stack, open source, et avec une grosse communauté. Et dans le projet à 100 000 lignes de code dont je vous parle aujourd'hui, on a utilisé Symfony 2. Mais utiliser Symfony 2, ça ne suffit pas pour savoir précisément où mettre le code. Pour ça, il faut connaître les bonnes pratiques. Fat model, skinny controller, separations of concern, don't repeat yourself. Je ne vais pas les expliquer ici, mais c'est quand on les applique sur une grosse base de code qui prennent tout leur sens. Ces bonnes pratiques nous permettent de répondre à la question, mais où mettre ce code? Question d'autant plus pertinente qu'il y en a déjà 100 000 lignes de code. Attention, les bonnes pratiques ne sont pas toujours celles qu'on croit. Je vous donne un exemple. Dans Symfony, la plupart du code source, vous l'avez vu, il est sous le répertoire SRC, regroupés en bundles, qui sont des sortes de modules. Et sur Etna, on a suivi la bonne pratique qui consiste à faire un bundle par groupe fonctionnel. Vous voyez, il y a plein de bundles pour les outils, pour les frameworks. Et vous savez quoi? C'est une mauvaise idée. On s'y perd avec ça. Le code nécessaire à l'implémentation d'une fonctionnalité est réparti dans plusieurs bundles, il y a les services d'un bundle qui sont dépendants d'un autre. En fait, ce qu'on aurait dû faire, trop tard, c'est ne faire qu'un seul bundle et mettre l'ensemble de la logique métier indépendant du framework dans des répertoires à part qui ne sont pas des bundles. Mais voilà, ça encore une fois, on s'en est rendu compte trop tard. Pour faire évoluer l'application, le plus gros du travail, ça va être de trouver le bon nom pour les fonctionnalités que vous allez ajouter. Et s'il est choisi trop vite, un nom peut créer des malentendus. Et ces malentendus peuvent avoir des très grosses conséquences. Vous connaissez sans doute la fameuse citation de Phil Clinton qui dit que
c'est très compliqué, entre autres, de nommer les choses. En même temps, Phil Carlton, il est mort en 1997, donc peut-être qu'il n'a jamais utilisé Doctrine. Pour organiser une grosse base de code, nommer correctement ses classes, ses modules, ses agrégats, c'est fondamental. Voici des exemples de noms qui sont, à mon sens, des mauvais noms. Ces noms, c'est des odeurs de code. Parce que toutes vos classes, en cherchant bien, vous pouvez les appeler des managers. En fait, c'est comme dans l'organisation des grandes entreprises, on est tous responsables de quelque chose. Et ben, vos classes, si elles s'appellent manager, tools, service, utils, vous n'avez probablement pas trouvé le meilleur nom. Le bon nom, il vient du domaine. Le bon nom, c'est celui que votre client utilise dans son travail de tous les jours. Et donc, utilisez des noms de choses pour les entités, utilisez des noms d'actions avec un verbe pour les services. Et si le framework que vous utilisez vous impose d'écrire des classes qui sont en dehors du domaine, eh ben, mettez-y le moins de choses possible. Ces classes-là doivent s'appuyer sur les classes du domaine qui sont le bouquin d'Eric Evans s'appelle Domain Driven Design. Il parle de langage omniprésent. Il explique que dans la conception, choisir le bon nom, partager ce nom, partager un dictionnaire des termes entre le product owner, le client et l'équipe de développement, c'est un des facteurs clés du succès du jeu. Alors un projet à 100 000 lignes de code, c'est au moins 4 développeurs pendant 6 mois. Ça fait donc pas mal de monde qui passe sur l'application. Si chacun a sa propre manière de coder, ça devient très vite un beau sac de nœuds. Alors à ce niveau, on ne peut pas se passer de standards de codage. Là aussi, ne le réinventez pas, utilisez des standards existants. PSR0, PSR2, c'est un peu le code de la route, c'est les panneaux d'interdiction, d'obligation. Une manière astucieuse, en somme, d'éviter les accidents. Respecter les standards, d'ailleurs, c'est nécessaire, mais c'est tout à fait automatisable. Donc n'embêtez pas vos développeurs avec ça. Faites un pré-commit book avec un PHP CSS Fixer. Vous ajoutez de bons plugins à votre IDE, et puis voilà. Ça ne doit pas freiner le développement. Et bien voilà, plus la base de code est grosse, plus il faut des règles pour renforcer l'organisation. Plus il faut des panneaux pour ne pas s'égarer. Design pattern, framework full stack, bonne pratique, dictionnaire du domaine, standard de codage, tout ça, ça devient obligatoire dès que, en somme, 2 personnes travaillent sur une même base de code. Du coup, une application de 100 000 lignes de code ressemble normalement beaucoup à toutes les autres applications de 100 000 lignes de code. Pour un développeur qui a déjà travaillé sur un projet de cette taille, le faire évoluer, normalement, c'est une formalité. Le plus difficile, comme souvent, c'est la première fois. Fixer des règles, c'est pas une raison pour devenir dogmatique. Ces règles, elles sont là pour vous permettre de minimiser le coût d'implémentation. Si vos règles, elles augmentent significativement le temps d'implémentation, alors changez les règles. Bon, une grosse base de code, ça s'entretient. Une grosse base de code, ça se bichonne. Ça ne suffit pas de lui ajouter des nouvelles fonctionnalités, il faut la refactorer en permanence. Mais par où commencer? Qu'est-ce qui est prioritaire? Alors, vu le volume, 100 000 lignes de code, un audit manuel du code, il n'est pas possible. Il faut être capable d'évaluer la qualité et de l'évaluer en continu au fur et à mesure de l'évolution, l'ajout des fonctionnalités. Et encore, il va falloir trouver des bons outils. On développe tous sous contrainte. On ne peut pas faire du code parfait. D'ailleurs, ça sera en pure perte puisque les besoins évoluent constamment. Le code parfait, c'est un code de luxe. Et je ne pense pas qu'on ait les moyens de se payer du code de luxe. Donc le code s'écarte constamment de la qualité nominale. Cet écart, on l'appelle la dette technique. Et on mesure en temps de développement nécessaire pour la compenser. Si je dis ma dette technique est de 3 jours sur cette librairie, ça veut dire qu'il faut que je travaille moi 3 jours pour atteindre le niveau de qualité nominale. Cette dette, elle traduit les écarts de performance, de sécurité, de robustesse, de maintenabilité, de lisibilité avec le meilleur niveau communément admis. Il y a des outils d'analyse statique qui permettent d'évaluer la dette technique, PHP Code Sniffer, PHP-MD, PHP-Depend. À mon sens, le meilleur dans le monde de PHP Symfony, c'est l'outil qui s'appelle Insight, qui a été développé par le créateur de Symfony, Sensu Labs. Je vais faire une démo tout de suite d'ailleurs. Sur Insight, le coût de remédiation, pardon, la dette technique s'appelle coût de remédiation. Peut-être plus le jeu du réseau. Si on peut par là, hop.
Ça ressemble à ça, une analyse d'insight. Vous avez une dette technique qui est évaluée, là elle est de 7 mois sur le plan. Et une médaille qui traduit la criticité des violations qui ont été détectées. Et puis il y a des violations par catégorie. Et les violations, vous voyez, il y a des choses qui sont parfois un peu embêtantes. Là j'avais des violations, des vulnérabilités cross-scripting. Là je m'aperçois que j'ai des use statements que j'ai pas écrit, et du coup, le nom de la classe qui est utilisée, c'est probablement pas la bonne. Et puis, il y a des règles qui sont plus spécifiques à Symfony, la doctrine, qui dit que, par exemple, un system manager, si je le flush dans une loop, je vais avoir des gros problèmes de performance à cause de l'instance pooling. Alors, ça donne un très bon aperçu, quand vous faites une analyse avec Insight, de la qualité, du niveau de qualité du projet. Évidemment, plus il y a du code, plus la dette technique, en général, est haute. On a pu faire des statistiques d'ailleurs sur le projet qui ont été analysés sur Insight. En moyenne, le coût de remédiation d'un projet, il augmente de 1 minute chaque fois que vous rajoutez une ligne de code. Ça a l'air gigantesque comme ça, mais c'est le coût des raccourcis qu'on prend pour satisfaire les délais. Donc un élément encore plus représentatif que le coût de remédiation, c'est le rapport entre le coût de remédiation et le nombre de lignes de code. Insight le calcule d'ailleurs et ça donnait le score du projet qui était de 33 sur 100. Alors sur un gros projet, la dette technique, vous l'avez vu, il s'élève souvent à plusieurs mois. Un outil de contrôle qualité va montrer plusieurs centaines de violations. Donc, à nouveau, on a besoin d'une visualisation pour synthétiser ces résultats, pour détecter les points d'attention principaux, les tendances du code. Mais cette fois du point de vue de la qualité. Insight relie certaines violations, pas toutes, à des fichiers, et donc l'ensemble des violations d'un fichier donné définit la dette technique de ce fichier. Et ça donne une bonne visibilité de là où les efforts d'entretien doivent se concentrer. On a mis toutes ces informations dans une nouvelle visualisation qu'on appelait Violation Sunburst. Plus c'est rouge, plus c'est critique. Et on voit l'ensemble des violations du projet. Et donc je m'aperçois que dans le répertoire Etna, j'ai 467 violations, que plus précisément dans le répertoire qui est ici, qui s'appelle MNRT, j'ai 4 violations mineures, une violation de niveau info. Et puis là-dessus, je vois que j'ai des violations, j'en ai 34. Enfin voilà, je peux même d'ailleurs, si je veux voir qu'une partie, me concentrer que sur une partie. Et je vois que l'article bundle, là je m'aperçois que dans l'article bundle, le gros des violations, les violations les plus critiques, c'est dans le répertoire ressources. Et donc là on peut, de manière interactive, explorer le code et explorer les violations. Et donc même si vous avez des centaines de violations, vous savez d'un coup d'œil où concentrer vos efforts. Les problèmes de qualité, on a tendance à les oublier facilement. Comme c'est souvent secondaire, on les relègue dans un coin de notre tête pour plus tard. C'est toujours plus urgent que la qualité. Le résultat, c'est que dans notre code, il y a des bombes à retardement. Un bon moyen de repérer ces bombes, c'est de chercher les fichiers qui n'ont pas été ouverts depuis très longtemps. Parce que ce sont ceux qui sont susceptibles de cacher des risques graves. On a déjà probablement bâti des choses sur ces fichiers-là. Un autre moyen de repérer les bombes, c'est de voir combien de fois un fichier a été modifié. Plus il y a de modifications, plus le fichier concerne une classe qui est probablement complexe, une classe qui a beaucoup évolué, une classe où il y a beaucoup de risques. Toutes ces informations, date de dernière modification, nombre de modifications, votre repo Git les a. Il suffit de les mettre en forme pour avoir une visualisation de ces risques. Hop. Et on a créé une dernière visualisation qui s'appelle Archaeologit pour voir ces mines. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une carte, là aussi, qui vous montre là où il y a des fichiers qui ont été ouverts il y a très très longtemps. Ceux-là, ils sont très rouges. Celui-ci, on le voit là-haut, c'est pas très lisible, mais on voit qu'il a été ouvert il y a 276 jours. Donc on se dit que s'il y a un risque dans ce fichier, c'est un risque important. Et puis la surface, elle est proportionnelle au nombre d'ouvertures du code, au nombre de commits dans ce code.
Donc là, on voit que des cases qui sont plutôt rouges et plutôt grosses, c'est là où vous allez avoir beaucoup de chances d'avoir des risques qui sont très, très, très sérieux. Bon, je conclue en vous disant que entretenir une application de 100 000 lignes de code, eh ben, c'est du boulot. La dette technique, vous l'avez compris, elle s'accumule à chaque développement. Donc sachez l'évaluer, sachez une consistance visuelle. Insight, Simulation Sunburns, Archeologit, ça c'est des bons outils pour gérer votre dette technique. Et ils peuvent d'ailleurs parfois vous aider à convaincre le product owner d'investir de temps à autre dans la qualité pour éponger la dette. Parce que son visuel parle. Faute de quoi, si vous n'investissez pas dans cette dette technique, l'application risque de devenir immaintenable et le temps d'implémentation de chaque nouvelle fonctionnalité va exploser. En pratique, pour une application de cette taille, il faut consacrer à peu près un équivalent temps plein à l'entretien de l'application pour éviter une dérive de la qualité trop importante. À quoi ça ressemble une application de 100 000 lignes de code? Eh ben, ça dépend de quel côté on regarde. J'espère vous avoir donné des outils, des visualisations pertinentes pour mieux vous situer, pour mieux découvrir, pour mieux faire évoluer et entretenir une base de code de cette taille. J'espère vous avoir convaincu de changer de point de vue de temps à autre, de prendre de la hauteur pour mieux distinguer les lignes de force. Et entretenir une application de cette taille, c'est aussi un travail d'équipe. Partagez vos visualisations avec toute l'équipe des développeurs, cultiver la propriété collective du code pour éviter les bombardements. Et on arrive assez vite à 100 000 lignes de code sur un projet de 6 mois, 1 an. Vous aurez utilisé ces outils. Et le problème, c'est que tous les outils que je vous ai montrés, ils ne fonctionnent plus quand on passe au livret suivant, à 1 million de lignes de code. Ce n'est pas tant la faute de ces outils, c'est juste que ça devient très difficile de se situer, de découvrir, de faire évoluer, d'entretenir une application d'1 million de lignes de code. D'ailleurs, une application peut très bien mourir d'avoir trop de code. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais alors, comment faire évoluer une application à 100 000 lignes de code quand elle commence à grossir bien trop pour que ça n'arrive plus à la maintenir? Prenez l'exemple de Linux, 15 millions de lignes de code. Et pourtant, ça reste maintenable. Pourquoi? Parce que les développeurs produisent des composants qui sont indépendants, simples et interopérables. Dans le web, on peut interfacer des programmes de composants de la même façon que les programmes de Linux sont interfacés, avec des interfaces texte, HTTP, MQP. Et donc, éviter les très grosses applications et viser toujours une architecture. On disait avant une architecture orientée service, le nouveau mot à la mode c'est microservice, mais ça veut dire à peu près la même chose. Et donc à quoi ça ressemble une application à 1 million de lignes de code? Et bien si c'est une application qui a survécu, c'est probablement plusieurs plus petites applications à 100 000 lignes de code, découplées, faciles à comprendre et à maintenir. Je vous remercie. S'il y a des personnes qui ont des questions. J'ai une question donc, concernant justement ce que tu viens de dire en tout dernier, que donc justement il faut découper au maximum quand on se retrouve avec beaucoup de code. Est-ce qu'on doit y penser en début de projet ou au fur et à mesure ou à la fin? À ton avis? Alors, ma réponse est que si quand tu es en train de faire un Hello World, tu décomposes le echo, la string et tout ça avec une AMQP, avec je sais pas moi, un Elasticsearch et des choses comme ça, c'est évidemment overkill. Donc non, il faut commencer à refactorer, il faut commencer à éclater en service quand tu sais que ça devient trop gros. Mais le problème, c'est que si on investit trop tôt dans la qualité, on augmente le coût du code et on écrit tous du code dont on n'est pas tout à fait sûr s'il va donner une fonctionnalité pérenne ou pas. On écrit du code souvent parce qu'on nous l'a demandé, mais une fois qu'il arrive en production, le product owner dit « Ah bah ouais, finalement, c'était pas tout à fait ça que je voulais. » Et donc on retouche à ce code. Et si on a passé beaucoup trop de temps à bien architecturer le code, eh bien, ce temps on l'a perdu. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver sur l'augmentation des coûts d'implémentation de fonctionnalités et l'architecture du code.
quand Symfony 2 a été créé, c'était la mode de faire tout en bundle. Le but du jeu, c'était de faire en sorte que l'application soit composée de plein de bundles. Aujourd'hui, tu nous dis, en fait, si on devait le refaire, on ferait un bundle et plein de trucs à côté. La question, c'est est-ce que 100 000 lignes de code, c'est pas déjà trop? Est-ce que 100 000 lignes de code, c'est pas déjà trop? Il y en a quelqu'un qui est tombé, du coup. Mettre 100 000 lignes de code dans un bundle? Ouais, c'est une limite. Ça devient difficile. Mais on y arrive. Mais au-delà, effectivement, il faut peut-être décomposer. Et pourquoi pas faire des bundles complètement indépendants s'il y a une réutilisabilité derrière, puis des packagés avec composants. D'autres questions? Je reste sur le même sujet. Pourquoi être revenu en arrière sur la décomposition en bundle et maintenant de vouloir tout regrouper? C'est pour des performances? C'est pour Non, si j'ai par exemple dans un CMS, j'ai un bundle pour les articles et un bundle pour les tags, ça fait du sens. Où est-ce que je mets la logique qui associe les tags et les articles? Un peu des deux côtés. Et très rapidement, la question est résolue de la même façon pour plein de composants, et donc les bundles, ils sont plus indépendants. Les bundles, ils sont très très liés les uns aux autres, et on se retrouve avec... on ne sait plus où mettre le code. Et surtout, on oublie de le mettre en fonction du domaine, et pas en fonction de... Là, il y a un contrôleur, là, il y a un repository, là, il y a un listener, ça, c'est les classes du framework. Ça ne me dérange pas qu'elles soient dans un bundle. Mais pour bien architecturer, pour bien rendre notre code testable et le faire évoluer, le code du domaine, il faut qu'il soit à part. Et pourquoi ne pas créer des bundles au-dessus des bundles de plus bas niveau pour réarchitecturer? Par exemple, là, on parle d'un bundle qui ferait des articles, un bundle qui gérerait des tags. Si on doit faire la fonctionnalité réelle, pourquoi ne pas faire un troisième bundle qui irait, lui, interagir avec les deux et faire la logique dans celui-ci, et de conserver comme ça la modularité de... Parce que ce serait pire. Ce serait pire. Mon expérience montre que ça ne marche pas. D'accord. Merci. Merci.